petite lanterne, la petite lanterne. Une lumière dans la nuit. Quand j'étais plus jeune, j'avais une fascination irrésistible pour les boutiques ésotériques. Je ne pouvais pas m'empêcher de rester là, scotché devant leurs vitrines si belles et si étranges à la fois, où je voyais tant d'objets fantastiques dont je ne comprenais pas l'usage. Dans ces cavernes au trésor, j'éprouvais toujours un intérêt tout particulier pour les outils de divination. Les tarots, les oracles et autres boules de cristal m'interpellaient toujours avec un mélange d'attirance et d'interrogation. Mais comment se fait-il que des personnes, à l'appui de quelques cartes tirées ou de quelques coups d'œil à une sphère cristalline, puissent ainsi se projeter tout à la fois dans le passé, le présent et le futur d'une vie qui n'est pas la leur? Ces objets, qu'on appelle des mancies, c'est-à-dire des supports de divination, peuvent-ils vraiment constituer une sorte d'alphabet du monde, permettant de nous communiquer des informations fiables sur ce qui se trame derrière le voile de la réalité tangible? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau, à l'autre bout du micro, la voyante, écrivaine et sujet psy Maude Christen. Forte de plus de 35 ans de pratique de la divination, s'étant soumise généreusement à des expériences scientifiques en laboratoire pour démontrer l'existence de ses capacités, Maude Christen est connue pour sa rigueur, sa précision et sa cohérence qu'elle transmet depuis plusieurs années à ses élèves au sein de son école. Elle accepte aujourd'hui de nous en dire un peu plus sur l'utilité et le fonctionnement de la divination, sur l'usage des oracles et des tarots, et aussi sur l'éthique qu'il convient d'observer lorsque nos capacités psychiques se réveillent peu à peu. Alors si vous aussi vous possédez un petit jeu de cartes divinatoires qui traîne dans un de vos tiroirs faute de savoir l'utiliser, cet épisode est peut-être bien fait pour vous. Bonjour Maude Christen, alors pour commencer, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la voyance n'est pas un don qui serait distribué uniquement à quelques initiés ou à quelques chanceux, mais qu'il s'agit bien là d'une faculté du vivant que chacun peut apprendre à développer? Oui, absolument. Et c'est fondamental dans la perception qu'on a des capacités psychiques de clairvoyance et de précognition, parce que s'il s'agit d'une élection, il s'agit d'un phénomène extraordinaire qui est forcément connoté avec ce qu'on peut appeler du religieux. Or, nous savons, par exemple, grâce aux expériences de Rupert Sheldrake sur certains animaux comme les perroquets, par exemple, que des animaux sont également capables de phénomènes de télépathie qui ont été là, du coup, complètement mis en évidence, complètement prouvés par Rupert Sheldrake à travers différents ouvrages. Où il a, par exemple, il s'est amusé à étudier la réaction de chiens dont les maîtres étaient à des dizaines de kilomètres, donc il ne pouvait rien y avoir de sensoriel. Et lorsque le maître décidait de rentrer à la maison, au moment même où le maître prenait la décision d'aller vers son auto, de rentrer, des caméras pouvaient observer le chien qui à ce moment-là disait « Ah, ça y est, il est en train de revenir » et commençait à bouger, à aller vers la porte, etc. C'est un merveilleux livre qui s'appelle « Ces animaux qui attendent leur maître » et puis il y a eu beaucoup d'autres expériences qui ont été faites par Rupert Sheldrake sur ce sujet. Donc ces capacités existent, elles traversent le vivant. Et elle traverse le vivant, bien sûr, aux endroits où le vivant est concerné, c'est-à-dire qu'un chien peut avoir des exercices, peut faire de la clairvoyance ou de la télépathie ou de la précognition en ce qui concerne son maître, mais il peut évidemment pas faire de la précognition sur la réussite d'une campagne publicitaire. Voilà, donc ça reste, bien entendu, au niveau de l'espèce et de ce qui concerne cette espèce. Merci Maude Christen. Alors, si on s'en tient là aux humains, j'ai pu remarquer que lors des séances de divination, vous êtes non seulement capable d'intuitions tout à fait remarquables, mais vous êtes également en capacité de faire dialoguer ces intuitions entre elles. C'est-à-dire que vous ne vous contentez pas de voir, mais vous partez de ce que vous voyez pour en déduire un certain nombre de conclusions. Alors ma question c'est, dans une séance de divination, quelle est véritablement la part de l'intuition et celle de la rationalité déductive ? Est-ce que l'intelligence rationnelle est un incontournable de la pratique divinatoire ? Alors oui, l'intelligence rationnelle est un incontournable parce que, en fait, une séance de divination fait travailler en même temps
plusieurs, alors sur le plan, j'ai envie de dire physiologique, ce qui avait été mis en évidence quand j'avais été soumise à un neuroscan, c'est que plusieurs parties de mon cerveau qui normalement devraient travailler successivement travaillaient simultanément. Donc en fait, c'est comme si tout le cerveau travaillait au même moment, d'où l'aspect extrêmement fatigant de la chose que découvrent d'ailleurs mes élèves, qui en faisant leurs exercices de clairvoyance sortent de là en étant totalement épuisés, disent je suis allé me coucher, j'ai été dormir, voilà, c'est un véritable dévorateur énergétique. C'est une action très particulière sur le plan psychique qui met à contribution beaucoup de ressources en même temps. Ça va extrêmement vite, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de perceptions extrasensorielles qui sont reçues, qui ont la forme, comme je l'ai déjà expliqué, de souvenirs, mais de souvenirs qui sont extrêmement prégnants, c'est-à-dire que j'ai à la fois de la clairvoyance, de la clairaudience, j'ai aussi des odeurs qui me viennent, je peux avoir des sons, bien sûr, des atmosphères, donc c'est comme si j'étais prise dans une sorte de rêve éveillé, mais très prégnant, et à ce moment-là, il y a une part de moi qui m'observe en train de faire ça et qui, elle, continue d'interroger ses perceptions et passe éventuellement à un autre niveau en essayant de les relier à ce que mon client est en train de construire, ce qu'il est ou à quoi ça peut correspondre dans la position dans laquelle il est. Vous voyez, qu'est-ce qui peut dans le réel concrètement correspondre à ce que je vois. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils, par exemple, qui n'existaient pas du tout quand j'ai commencé à travailler. Je pense à un outil comme Google Maps. J'ai beaucoup de visions de lieux. Et parfois, les gens me disent, alors, est-ce que ça pourrait être la ville de Bidule? Bon, évidemment, avant, j'en savais rien. Maintenant, j'en sais toujours rien. Mais en tout cas, quand je vais voir Bidule, j'ai une petite idée. Je peux immédiatement mettre en rapport les perceptions que j'ai eues. Et là, il y a une part déductive. C'est-à-dire que si moi, j'ai senti une foule intense au centre-ville, avec des petits restaurants, bon, je regarde Bidule centre-ville et là je me dis bon, ça peut être ça ou ça peut pas être ça. Donc là, on est dans la déduction, mais ça va très vite parce que il faut pas que je lâche mon fil de clairvoyance, donc que toutes les informations de clairvoyance continuent d'affluer, hein, et il faut pendant ce temps-là qu'une part de moi les analyse et puisse opérer une espèce de tri entre ça peut être ça, ça peut pas être ça, ça peut être ça, ça peut pas être ça. Donc là, il y a tout un travail qui se passe également dans le fait de reposer parfois les questions, c'est-à-dire que il m'arrive assez souvent d'avoir des personnes qui prennent rendez-vous parce qu'ils ont un problème. Ils ne pensent pas qu'ils ont un problème, ils ont un problème. Par exemple, ils veulent déménager. Bon, c'est un problème. Mais ce qui va sortir immédiatement, puisque évidemment je ne dis rien, les personnes ne me disent absolument rien au début de l'entretien, et moi je ne pose aucune question, je ne demande aucune information, et je vais tout de suite me promener dans leur vie. Et là, je tombe sur c'est comme une sonde qui se balade et je tombe, leur histoire de déménagement, c'était un tout petit rocher, vous voyez, au milieu de l'océan, hein, qui cliquait à peine sur le sondeur. Puis moi, je tombe sur un truc monstrueux, vous voyez, une sorte de gros bloc de 3 km de circonférence, et c'est un couple dans lequel il y a de la violence conjugale. Et là, évidemment, j'arrive sur le truc et je dis, mais effectivement, ça se passe, d'ailleurs, je ne dis même pas effectivement ça se passe comment, je dis, mais vous avez un gros problème affectif, etc. Et là, la personne, évidemment, est totalement, comment dirais-je, totalement sidérée, parce que c'est pas du tout ce à quoi elle pensait, c'est pas du tout pourquoi elle est là, mais soudain, on arrive vraiment dans le vif du sujet, parce que ça recartographie finalement les situations et les priorités. Parce que, en fait, les informations clairvoyantes, elles sont un peu comme le bruit. Vous voyez, là, vous m'entendez parce que vous n'avez pas un marteau-piqueur dans la même pièce. Et moi, pour que je puisse traiter certaines questions, il faut déjà que j'évacue les questions qui sont les plus bruyantes. Alors, je veux bien traiter votre déménagement, mais si vous êtes en train de vous faire insulter tous les jours et si vous prenez des baffes 2 fois par semaine, c'est évidemment là-dessus que je vais arriver avant d'arriver sur la possibilité ou pas d'acheter cet appartement ou cette maison que vous souhaitez. Vous voyez ? Donc, il y a tout un travail. Alors maintenant, ces informations qui arrivent de manière extrasensorielle, qu'il s'agisse de perception pure, donc clairvoyance et clairaudience, ou qu'il s'agisse de tirages de cartes qui sont interprétés, qui délivrent des messages extrêmement précis, évidemment, il faut les intégrer, il faut travailler sur ces
j'ai envie de dire, ces informations brutes pour arriver à produire quelque chose qui soit compréhensible et utile pour le client. Parce qu'on on peut pas se contenter d'une narration qui est complètement décorrélée, vous voyez, de ce que la personne est en train de traverser. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que je commence toujours mes consultations, et pas une n'est exemptée de ça, par ce test dans lequel je resitue ce que la personne est en train de vivre, ce qu'elle a vécu, et c'est ça qui me permet de travailler, parce que si je ne capte pas quelqu'un, si ces informations ne sont pas justes, ou si elles ne sont pas justes pour la personne au moment où je le lui dis, parce que ça m'est aussi arrivé de renvoyer des personnes, d'arrêter en disant bah, écoutez, je vous capte pas, puis d'avoir un mail 8 jours plus tard en disant non mais écoutez, en fait ce que vous me dites c'est tout à fait vrai, mais c'était tellement brutal que je pouvais pas l'accepter. Vous voyez, voilà. Donc ça fonctionne de cette façon-là, et on est obligé de toute façon de réfléchir sur ce qu'on voit. Et c'est aussi la qualité de la réflexion, de la possibilité de poser des questions, de l'approfondissement des perceptions qui donnent une certaine étoffe à la consultation. Vous voyez, c'est-à-dire que moi j'ai des perceptions qui sont irréfutables, que vous allez immédiatement voir si je vous captais ou pas, mais après vous allez me poser des questions, moi je vais travailler sur ces questions. Et puis parfois quand ça bloque, on va trouver des solutions. C'est-à-dire que, par exemple, je reprends l'exemple, vous allez me dire je vais déménager, bon ça bloque, on n'y arrive pas. Alors on va se demander pourquoi on n'y arrive pas. Puis on va se rendre compte que finalement vous allez cesser d'être salarié parce que vous en avez marre. Alors vous allez cesser d'être salarié et puis vous allez vous mettre à votre compte. Évidemment la première année, la banque elle va peut-être pas être d'accord. Parfois la deuxième année, elle va pas être forcément d'accord pour faire un crédit. Vous voyez. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas pouvoir déménager. Donc en fait c'est vraiment comme un travail d'enquêteur. Et je pense que pour faire ce métier, il faut une pulsion. D'abord, il faut adorer les ennuis. Vous voyez. Enfin, ça peut paraître drôle de le dire comme ça, mais il faut une passion. Il faut une passion pour défaire des nœuds. C'est-à-dire que moi, j'ai une passion, c'est que je me dis que j'ai une boîte à outils, et quand il y a un nœud, je me dis, attends le nœud, tu vas voir, j'arrive, tu vas pas rigoler. Et ma grande passion, c'est de défaire des nœuds. Je me dis, c'est formidable, j'ai défait ce nœud, puis après, j'en défais encore un autre. Et il y a presque une avidité à prendre les problèmes et à les plier. En tout cas, Maud Christiane, moi, quand je vous écoute, je me dis, mais ça doit être formidable de pouvoir passer comme ça ces journées à rentrer à l'intérieur des yeux des gens pour voir le monde à travers eux. Est-ce que c'est pas ça aussi qui vous donne cette lucidité sur l'état du monde qui vous caractérise? Est-ce que c'est pas parce que finalement, ça vous donne à chaque fois un observatoire de plus pour voir le monde d'un autre point de vue? Ah mais bien sûr, c'est évident. Je racontais à mes élèves quelque chose qui m'est arrivé. Alors là, vous voyez, il y a vraiment là où je vois vraiment qu'en voyant, je ne suis plus personne. Je vais vous raconter une histoire. Au niveau de ma personne, de mes idées, je suis pour des sanctions extrêmement lourdes par rapport à des personnes qui commettent des abus sexuels et notamment, bien entendu, sur des enfants. Voilà. Alors c'est très répandu, hein, je ne passe pas de grande originalité. Et puis un jour, j'ai un client qui vient me voir en entretien et bon, je vois qu'il a été abusé. Il me montre la photo de son oncle qu'il a abusé. Et là, je rentre dans l'oncle et je vois ce qu'il voit. C'est-à-dire, je vois cet oncle qui peut pas résister. Je vois ce que l'oncle voit. Je rentre dans la peau de l'oncle et dans l'absolue impossibilité qu'il a de considérer mon client comme un être sentient. Il y a une véritable psychopathie. Et je découvre de l'intérieur ce qu'est la psychopathie. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est difficile de se représenter comment on peut forcer. Et puis soudain, je vis du côté de l'oncle et je vois l'assouvissement pulsionnel avec une totale indifférence aux conséquences. Il n'y a plus d'autre, il n'y a pas d'autre pour le psychopathe. Le psychopathe, il est dans un monde sans autre. Il est tout seul. Il est tout seul avec ses pulsions. Parce qu'à ce moment-là, on est vraiment dans l'ego pur, quoi. Je décide, c'est moi qui décide de ta vie. Mais il n'y a pas forcément de conscience de je brise ta vie. Il y a l'idée de au moment où je fais ça, je suis tout puissant. Alors, est-ce que ça a changé mes idées générales sur les sanctions qui doivent être appliquées? Non, absolument pas. Ça m'a pas rendu tolérante à ces pauvres psychopathes qui n'ont pas la chance de pouvoir connaître l'autre. Évidemment que non. Mais la description que j'ai faite à mon client l'a beaucoup intéressé et surtout l'a beaucoup soulagé et lui a permis aussi de voir les choses autrement. C'est-à-dire qu'il a toujours attendu de cet oncle un pardon, évidemment pardon qui n'est jamais venu. Il a renoncé à ce pardon parce que comment cet oncle pourrait
lui demander pardon de quelque chose dont il n'a pas du tout l'impression qu'il a fait quoi que ce soit de mal, puisqu'il n'y a pas d'autre. Et c'est très intéressant de voir de voir le monde à travers la manière dont les autres le ressentent. Et c'est vrai que ça n'a pas de... Je peux rentrer où je veux, mais quand je dis ça, c'est pas d'une manière victorieuse, c'est que pour rentrer où je veux, il faut que moi-même je sois devenue très 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 petite, vous comprenez bien, parce que sinon je ne pourrais pas. C'est-à-dire que sur le moment où j'ai la photo de cet oncle, je suis habitée par mes intentions, je dirais, juridiques et politiques vis-à-vis de cette catégorie d'individus. Je suis foutue. Je peux pas rentrer dedans. Il faut que j'abandonne tout ça. Donc il faut tout le temps abandonner. Vous comprenez? C'est là où il y a un point commun entre la spiritualité et la divination à certains niveaux. C'est qu'on est obligé d'abandonner finalement, et tout ce qui nous constitue, quoi. Est-ce que vous avez l'impression, parce que je sais que vous travaillez beaucoup aussi avec des entreprises, est-ce que vous avez l'impression que, comment dire, chez les bouddhistes, l'idée du karma vise à dire que finalement, quand on se conduit de façon éthique, ça va aller dans le sens de quelque chose d'équilibré et de quelque chose de favorable et de bénéfique. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous conseillez des entreprises, que les moyens de divination que vous mettez à disposition vont dans le sens de l'éthique, ou est-ce que par moment, de façon complètement inattendue, il n'y a pas une sorte de conseil qui serait en rupture totale avec cette éthique? Non, non, parce que, alors je vais vous donner un exemple précis. J'ai eu un jour quelqu'un qui avait plusieurs boucheries chevalines, et quand j'ai identifié sa profession, j'ai mis un terme à la consultation et je l'ai remboursé. Vous voyez, c'est-à-dire que là, pour moi, c'est très clair. Voilà, c'est-à-dire que je ne travaillerai pas pour des gens qui produisent ce que j'estime être toxique dans le monde. Maintenant, conseiller des gens qui fabriquent je veux rien dévoiler, mais enfin qui mettent sur le marché tout un tas de produits qui peuvent être des produits industriels grand public, au contraire destinés à des entreprises, ou qui ont des cabinets de conseil. Non, j'ai vraiment pas l'impression. Ou alors il faudrait ne plus travailler pour personne. Vous voyez, c'est-à-dire que si je refuse de travailler, par exemple, pour une franchise de vêtements, parce que certains vêtements vont être fabriqués en Inde, alors il faut aussi refuser de travailler avec quelqu'un qui travaille dans un labo pharmaceutique. Il faut aussi refuser, il faut tout refuser, parce que nous vivons dans un monde où malheureusement beaucoup d'intérêts collectifs sont bafoués par des intérêts privés. Bon, maintenant, si j'ai un conflit éthique, je vous l'ai décrit, j'arrête cash. Mais au-delà de votre propre décision, est-ce que vous avez l'impression que ce qui ressort des intuitions qui vous viennent, ou d'outils de divination comme le Yiking, pousse toujours vers un comportement un peu plus éthique? Dans le cas du Yiking, c'est clair, et c'est même assez drôle parce que je l'utilise beaucoup pour moi. Et chaque fois, par exemple, que je suis impatiente ou énervée ou en colère, ou alors chaque fois je me fais bing, allez hop, ça repart sur des traits mutants qui m'insultent. Hein, voilà, faut être patient, faut arrêter, faut machin. Bon. Donc ça va toujours dans le sens du rééquilibrage, oui. Moi, ma question par rapport à des entrepreneurs, c'est que ils ont besoin, ils décident de lancer quelque chose qui doit être commercialisé. Ça passe par un tas d'étapes. Et selon la chose en question, ça peut être de la fabrication, ça peut être du service, enfin bref. Et moi, mon travail, c'est de faire en sorte, comme je peux le faire pour un particulier, c'est-à-dire dans quel endroit on s'implante, avec quel collaborateur on travaille, est-ce que cette gamme va être appréciée du public ou pas. Voilà, mon travail, il s'arrête là, c'est juste permettre la réalisation. La divination, ça permet la réalisation. Alors maintenant, c'est clair que je n'ai pas envie de permettre à quelqu'un qui amène des chevaux à l'abattoir de les amener plus rapidement ou d'en amener un plus grand nombre. Maintenant, moi, face à mes clients, je suis comme un avocat, c'est-à-dire que ils sont dans un conflit, par exemple, avec un associé ou avec un partenaire, où évidemment, je vais leur donner la stratégie pour sortir victorieux de ce conflit. Mais là encore, comme dans le cas d'entreprises qui auraient des activités qui seraient incompatibles avec mon éthique, j'ai envie de dire, au niveau individuel,
je ne vais pas donner des conseils à un pervers narcissique pour séduire encore et toujours davantage de femmes, ou à une perverse narcissique. Alors ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Les Tibétains considèrent que les capacités innées de voyance et de précognition sont une sorte de promotion sur le plan spirituel. Et vous, je vous ai entendu raconter que, mais finalement, il y a des gens qui se comportent très mal, qui sont des personnes au comportement moral tout à fait discutable, et qui ont quand même des capacités, parce que je crois que vous-même, vous aviez été la cible de missives d'un prisonnier assez torturé. Oui, oui. Alors il y a des cas psychiatriques en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire que c'est plus des questions de cas psychiatriques. En ce qui concerne le fait de se conduire mal, il y a plein de gens qui au départ avaient des capacités de voyance, qui se sont pris pour des gourous. C'est un grand, grand, grand danger. La question du pouvoir est un grand danger. Mais la question du pouvoir, c'est un danger avec la divination, mais c'est un danger aussi avec la puissance matérielle, c'est un danger avec la beauté, c'est un danger avec tout ce qui finalement permet d'exercer une puissance sur les autres. Vous voyez, que ce soit, on le voit par exemple à travers toute l'histoire d'Hollywood, la gestion du talent, de la beauté, est une épreuve en soi, dans la mesure où à un moment, on peut perdre pied. Et pas mal de voyants, j'ai envie de dire, malheureusement pour eux, c'est terrible à dire, mais ça peut aller souvent avec un assez faible niveau moral et intellectuel. Je pense que le développer, avoir des capacités de voyance, je dirais naturelles, on ne parle pas de gens qui auraient pris des cours pour ça, on parle de gens qui spontanément ont des capacités psychiques, mais dans une structure, j'ai envie de dire intellectuelle et sociale qui est plutôt faible, peuvent très vite être, peuvent très vite être victimes de ce pouvoir soudain qui leur tombe dessus. Mais j'ai envie de dire, écoutez, pardonnez-moi, mais c'est la même chose pour une très très jolie fille. Une très jolie fille qui vit dans une famille d'une beauté absolument extraordinaire, qui vit dans une famille d'équilibre, d'harmonie, qui est construite, qui a une éducation morale, intellectuelle, etc. D'abord, elle va vivre dans un univers où on va rapidement lui expliquer que dans la vie, il n'y a pas que ça qui compte. Mais imaginons que la pauvre vive dans un environnement moral un peu détestable, avec des problèmes matériels importants. Il est clair que sa mère va vouloir lui faire gagner des concours de Miss très rapidement, probablement son frère va plus ou moins la maquer, etc., etc. On va lui faire miroiter, il n'y a plus que le proxénète du coin qui passe et qui lui dit tu vas être escorte et puis c'est fini. Vous voyez? Donc je pense que toute puissance, et le fait d'avoir des informations extrasensorielles est une puissance, est dangereuse dans une structure qui, sans ce plus, ne pourrait pas faire grand-chose. Voyez? Alors, je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais pas eu mes capacités de clairvoyance, mais bon, quand j'étais jeune, je travaillais dans la publicité, je vais en dire très tôt, j'étais déjà responsable du développement, vous voyez, j'avais 23 ans, j'étais déjà responsable du développement dans une petite structure qui vendait de l'espace publicitaire. Donc, on peut imaginer que j'aurais pu avoir une vie où j'aurais pu réussir un autre truc. Ouais, je ne sais pas quoi, mais enfin bon, voilà. Maintenant, je pense que quand vous avez la voyance qui vous tombe dessus, alors que tout en vous est extrêmement fragile, extrêmement glissant, c'est un peu inévitable de tomber dans le piège du gourou. Et c'est très compliqué de manier ça. On parle de voyance naturelle. Après, quand les personnes apprennent à développer leur sixième sens, en tout cas, écoutez, moi j'ai beaucoup de chance, parce que c'est vrai que dans mes élèves premium, ceux que je connais, j'ai pas eu beaucoup de problèmes jusqu'à présent. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai souvent affaire à des gens qui ont déjà fait un parcours, qui pour certains sont thérapeutes, beaucoup ont fait un chemin de type connaissance de soi, que ce soit par des thérapies, par un chemin spirituel. Donc, on n'est quand même pas trop dans des personnalités abuseuses. Mais ce que je tiens à dire, c'est que quand ces structures fragiles se mettent à déconner à plein tube avec ce pouvoir, ce qui est assez extraordinaire et ce qui donnerait raison aux Tibétains, c'est que ce pouvoir disparaît. C'est-à-dire que ce que j'ai pu observer à travers des personnes qui, d'un coup d'un seul, comme ça, avaient des capacités extraordinaires, fascinaient tout le monde, puis se comportaient très très mal, des messieurs qui couchent avec toutes leurs clientes, des dames qui sont dans des abus de pouvoir, qui rentrent dans la vie des autres, qui se font léguer des héritages, bref, tout ce qui peut être manipulatoire. Eh bien, à un moment, ces personnes véritablement se dissocient de leurs capacités, ils n'y arrivent plus, échouent. Vous voyez, de toute façon, quand vous êtes en état de clairvoyance, comme quand vous priez, comme quand vous méditez, vous n'êtes plus rien, vous n'êtes plus personne. C'est-à-dire que faire de la clairvoyance, c'est
être totalement étranger à soi-même. Moi, quand je travaille, je n'ai plus d'opinion, je n'ai plus d'idées, je n'ai plus de moi, j'ai plus d'ego, j'ai plus rien du tout. Je suis simplement une opération psychique assez complexe qui sollicite pas mal de zones de ma personnalité, qui est mise au service de la réalisation d'une personne qui me demande de l'aide. Mais je n'ai plus du tout. L'important, c'est ce que je fais, mais c'est pas ce que je suis. Vous voyez? Je sais pas comment vous expliquer. C'est un chemin de... il ne faut plus du tout exister pour pouvoir développer ces perceptions. On peut pas faire ça en se regardant parler ou en se regardant le faire. Vous voyez? C'est vraiment quelque chose qui demande un effacement complet. C'est l'effacement. Le moment de voyance, c'est le moment d'effacement. Donc, dès qu'il y a de l'emballement de l'ego, cet effacement n'est plus possible et les capacités se perdent. Et alors, Maude Christine, sur le site internet de votre école, il est possible de consulter votre charte éthique, qui est une charte que vous avez établie en plusieurs points et qui vise pour vous à définir le cadre dans lequel vous travaillez. Alors pourquoi est-ce que c'est toujours si important pour vous de définir ce cadre et qu'est-ce qu'elle nous dit finalement cette charte éthique? Ma charte éthique, alors, il y a quelque chose, par exemple, qui est extrêmement important, qui est aussi une notion de philosophie, vous m'arrêterez si je me trompe, c'est la question du consentement, la notion de consentement. Ma règle numéro 1, c'est la vie de mes proches est leur seul chemin. Même si la bienveillance me motive, je ne dois pas intervenir dans leur vie sans autorisation. Je m'engage à ne jamais révéler à une personne mes ressentis la concernant sans qu'elle en fasse la demande, car je ne prends pas le pouvoir, je ne cède pas non plus aux demandes ludiques, car leurs conséquences échappent à toute éthique. Donc, vous êtes dans une soirée, vous avez développé votre sixième sens, et vous avez l'impression que le garçon qui est en face de vous a un talent incroyable dans la chanson, qu'au contraire il va avoir un monstrueux accident de voiture, vous n'êtes pas là pour le lui dire, parce qu'il vous a rien demandé. Et que si vous faites ça, vous permettez, comment vous expliquer, une intrusion, et cette intrusion en elle-même est un déséquilibre, donc vous ne pouvez pas remettre de l'équilibre dans le déséquilibre. C'est quelque chose qui vous arrive encore souvent, ça, après toutes ces années de pratique, d'être envahi par une intuition que vous n'avez pas sollicitée? Honnêtement, moi, non. Non, quand je vis ma vie normale, ma vie en dehors de mon cabinet, non. Non, ça peut m'arriver dans des situations extrêmes. Par exemple, un jour, en sortant d'un restaurant, une amie me dit je vais à ma voiture, je dis surtout pas par là. Au moment où je la prends vers moi pour la remettre dans le Porsche, il y a un type qui passe derrière un autre. Je ne sais plus s'il y avait un couteau, une matraque à la main. Enfin bref, il y avait une espèce de bagarre groupée. Enfin, il y avait deux types puis deux autres qui se couraient après à toute vitesse. Il est clair qu'elle aurait été renversée. Donc ça peut m'arriver dans des situations vraiment où il y a un gros problème. Alors, un gros problème. Sinon, non, je suis pas envahie. Je suis pas envahie, mais j'ai envie de dire, ça ne m'intéresse pas dans la mesure où je suis pas sollicitée pour le faire, mais quand je suis en contact avec les êtres, je sens malgré moi tout un tas de choses, mais c'est comme si j'étais du sable très fin, que ces choses venaient s'imprimer et qu'immédiatement mon mental passait la main dans ce sable fin pour l'oublier. Enfin, ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas. Dans ma charte éthique, par exemple, j'ai la règle numéro 2, c'est une intention neutre et bienveillante est indispensable avant d'accepter de répondre à une question posée. J'interroge mon cœur pour m'assurer que je n'ai aucun intérêt personnel à conseiller un chemin plutôt qu'un autre. Une voyance est au service de celui qui la sollicite, jamais de mes intérêts ou de mes désirs envers cette personne. Et j'ai vu par exemple beaucoup d'histoires avec des astrologues amateurs, des tarologues amateurs, qui avaient des vues amoureuses sur des personnes, qui venaient avec des questions sur des tiers, qui bien entendu leur déconseillaient très vivement cette relation avec cette personne qui n'allait pas les rendre heureux. Voilà, entre autres. Donc il faut vraiment être neutre et si on a un sentiment de ressentiment, il ne faut pas accepter de répondre à une question. Je m'engage à ne pas utiliser les informations obtenues grâce à mon sixième sens pour manipuler l'autre dans le sens de mes désirs ou pour me faire aimer de lui. C'était ce qui allait avec la règle numéro 2. Règle numéro 3. Parce que mes perceptions et mes paroles sont importantes, je ne dois pas répondre n'importe quand, ou à n'importe qui, sans condition ni discernement. Je poserai un cadre, une date, un nom, une plante ou une bougie, échange de service pour répondre aux questions posées. C'est-à-dire que une question divinatoire est une responsabilité qu'on va vous faire prendre. Et si vous êtes un distributeur automatique, il y a de fortes chances que les personnes vous interrogent, non pas pour savoir ce qui va se passer, mais parce qu'elles attendent de vous plus ou moins la confirmation de ce qu'elles ressentent. Votre parole doit être respectée. Donc on ne peut pas vous demander à tout bout de champ de vous pencher sur quelque chose. Finalement, une consultation auprès de vous, c'est le condensé de cette charte éthique en
en un peu de temps. C'est-à-dire que tout y est dans la manière dont vous faites l'architecture d'une consultation, le fait de commencer par un test très précis où vous devez être en capacité de parler de ce que traverse l'autre au moment présent, dans le passé, etc. Ça fait partie, ça découle directement de cette charte éthique en fait. Oui, et puis la consultation est un cadre qui est déjà posé de manière extrêmement claire. C'est-à-dire que il faut écrire à un bon secrétariat, il y a une date qui est posée, cette date elle est souvent un peu lointaine, cette consultation elle a un coût. Bon, donc le cadre il est clairement posé. Il est clairement posé, il permet, et c'est le bon cadre. C'est le bon cadre pour moi, et apparemment c'est le bon cadre pour une grande majorité de mes clients, dans la mesure où je n'ai pas non plus envie, je ne rentre pas, ça me paraît vraiment très important. Parce quand on parlait tout à l'heure des personnes qui perdent pied avec le sixième sens, c'est vraiment de s'immiscer, vous voyez, dans la vie des autres, de devenir copain avec ses clients. D'abord, c'est pas possible. Je donne un exemple. Vous êtes mon client. Vous êtes marié à une femme et vous m'invitez chez vous. Voilà, vous décidez de m'inviter. Moi, je suis ravie d'aller passer mes vacances, évidemment dans votre belle villa, parce qu'en général, les gens qui font ce genre de trucs ne sont pas vraiment intéressés pour aller passer leurs vacances au camping des Flots Bleus. Bon, vous avez donc une magnifique villa, vous m'y invitez et j'y vais. J'y vais et votre femme me reçoit, bien entendu, comme elle doit me recevoir, c'est-à-dire très agréablement. Et puis, votre femme, dans 2 ans, elle va vous tromper. Elle va vous tromper de manière éhontée, peut-être avec votre meilleur ami. Est-ce que ça va être facile pour moi, après avoir passé un mois de vacances dans votre somptueuse piscine, de vous expliquer que votre femme vous trompe alors qu'elle-même est devenue ma copine et qu'elle ne s'est pas gênée pour m'expliquer également qu'elle vous trompait? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment je me débrouille, moi, de tout ça? Sinon, en devenant une manipulatrice. Comment je me débrouille de ça? Je fais en sorte de vous donner des armes pour vous débarrasser de cette dame. Je lui donne des armes pour qu'elle se débarrasse de vous. Je fais quoi? Donc ce n'est pas possible. Vous avez des clients, vous avez un cadre et ce cadre est obligé de le respecter. Ces gens ne deviennent pas vos amis. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui est très clair quand vous êtes avocat. Hein, vous avez un avocat déontologiquement. S'il s'occupe de vous et s'il s'occupe de votre femme, et si un jour vous avez un problème avec votre femme, il est solidaire du premier dont il s'est occupé. Alors après, ça peut être plus complexe selon les domaines du droit, hein, ça c'est ce que je vous donne est une idée un peu générale, mais on est obligé, il y a des règles éthiques, par exemple, un cabinet d'avocats qui se respecte ne prend pas une affaire qui va l'opposer au fils de son client, même si ce n'est pas directement son client. Moi, je dois procéder de la même façon. Moi, j'ai vraiment une séparation absolue, je dirais, mais une séparation vraiment totale et absolue entre ma vie personnelle, ma vie amicale et ma vie professionnelle. La séparation, elle est totale. Au départ, il faut comprendre également que un certain type de clients essayent de séduire leurs voyants, de séduire, pas du tout amoureusement, hein. Je parle d'une séduction, d'avoir la personne un peu sous la main, dont sont fascinés, enfin, c'est un peu comme un chef d'orchestre classique, qui est doué, évidemment, il est assez sollicité. Bon, je crois qu'il est assez difficile de résister à ces sollicitations. Moi, j'ai beaucoup de chance, c'est que, je vais vous le dire simplement, je n'aime pas le monde. Vous voyez, au sens où on entend l'aspect mondain du je n'aime pas le monde. Voilà. Donc j'ai cette particularité que j'ai toujours eue, c'est-à-dire que, Dieu merci, j'ai des amis d'adolescence auxquels je tiens beaucoup, j'ai des personnes auxquelles je tiens beaucoup, mais les mondanités, si je voyage, je vais avoir plaisir à voyager dans un bel hôtel, etc. Je ne vais pas dire que je n'aime rien du monde matériel, j'aime la gastronomie, j'aime les arts. Mais ce que je veux dire par je n'aime pas le monde, c'est que ma nature est solitaire, j'ai besoin de vivre dans la nature, ce que je fais maintenant, dans une nature quasiment sauvage, où il n'y a pratiquement rien, j'ai envie de dire quasiment que des oiseaux, y compris des oiseaux de proie, des arbres, des fleurs, du vent, des éléments. Et je dirais que la comédie dell'arte de la comédie humaine n'a jamais été pour moi quelque chose d'amusant, mais toujours quelque chose de pesant. Peut-être aussi parce que, comme par ma boîte à outils, j'arrive à l'essentiel, vous comprenez bien. J'ai un être en face de moi, cet être comme moi. Il a un masque social, il a une histoire, il a un passé. Mais moi, il se trouve qu'avec ma boîte à outils, je vais au cœur de la centrale nucléaire, je vais au cœur du problème. Mon métier me fait rencontrer l'être humain là où il est le plus unique, le plus vulnérable, et aussi peut-être le plus grand dans la responsabilité qu'il prend par rapport à sa vie de se diriger. Et moi, j'interviens là. Alors après, les jeux de séduction, de pouvoir, de politique, ce que décrit très bien le prince de Machiavel,
Moi, ça ne m'intéresse absolument pas, ça ne m'a jamais intéressé. C'est pas que je n'en suis pas capable, c'est que je n'en ai pas l'appétit. Vous voyez, ça me fait bâiller. Alors Maud Christine, puisque ça fait plusieurs fois là que vous mentionnez votre boîte à outils, j'aimerais justement vous interroger sur les supports de divination que vous utilisez ou qu'il est possible d'utiliser pour exercer la voyance. J'aimerais d'abord savoir comment est-ce que vous définiriez ce qu'est une mancie et comment se fait-il que certains objets ou certaines pratiques semblent être plus aptes que d'autres à devenir ainsi le support pour recueillir notre intuition et pour nous communiquer un certain nombre d'informations. Alors, d'abord, dans les mancies, il y a plusieurs types de catégories. Vous avez des mancies qui véritablement sont là. Je pense par exemple à la boule de cristal qui fait souvent rire, mais qui en fait ne devrait pas faire rire, c'est quelque chose de très intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Qui véritablement agissent comme des stimulants purs de l'intuition, sans qu'il y ait aucune convention. Je vous expliquerai après ce qu'est une mancie avec une convention. L'usage de la boule de cristal est à peu près la même que celle que font, je pense que c'est un sujet qui vous intéressera, certains Tibétains qui regardent dans l'ongle, la surface réfléchissante de l'ongle ou dans des objets qui sont brillants. Alors vous êtes plus calé que moi, je crois que c'est des objets polis. Enfin, l'idée de la brillance et de la fonction hypnotique de la brillance qui se couple avec la transparence. Et avec la boule de cristal, on est vraiment dans ces deux fonctions qui sont conjuguées. Et quand vous fixez sans scier des yeux une boule de cristal, se forme une sorte de pellicule de larmes, puisque vous ne sciez pas des yeux. Et dans cette pellicule de larmes peuvent venir progressivement des images, des sensations, des images, et véritablement, ça peut, dans certains cas, vous donner accès à des perceptions extrasensorielles qui vont venir sous forme d'images, comme si finalement votre imagination créait, à travers l'espèce de buée de la pellicule de larmes, créait quelque chose qui peut concerner la question que vous êtes en train de poser. Donc ça, c'est un type de mancie qui finalement, on est juste dans un état de transe légère qui est provoqué par le fait de regarder très intensément un type d'objet. Après, vous avez toutes les mancies qui se résument toutes à un mot qui serait une convention. Et dans ces mancies, vous avez des mancies qui sont naturelles. Alors bien sûr, il y a tout un tas de choses qui peuvent faire rire, comme la cafédomancie. On lit à l'intérieur d'un café. Alors s'il y a des cercles, je crois, c'est bon signe. S'il y a des carrés, c'est mauvais signe. Il y en a une qui est la scapulomancie, qui elle a donné ces lettres d'or, qui est à l'origine du Yiking. Donc là, on est vraiment dans du sérieux, vous voyez. Et la scapulomancie, c'était l'observation de carcasses d'animaux, de certaines parties qui avaient été brûlées, notamment des écailles de tortues, des carapaces de tortues qui avaient été brûlées, de regarder ce qui se passait sur ces carapaces. Et c'est à ça qu'on doit l'origine du livre des transformations. Donc, toutes ces mancies-là, dont beaucoup datent de l'Antiquité, je pense aux auspices, le vol des oiseaux, je pense aussi aux éclairs, je pense à toutes ces mancies, elles introduisent déjà, ce qui n'est pas le cas par exemple de la boule de cristal, l'idée d'une convention. C'est-à-dire que si l'écaille de tortue elle est brûlée comme si, ça veut dire ça. Si l'oiseau il vole dans ce sens, alors ça veut dire ça. Et là on est dans l'idée d'un dialogue finalement avec l'univers qui laisse imaginer un monde de correspondance, au sens vraiment des correspondances dans le poème de Baudelaire, un monde de correspondance où finalement je peux avoir avec l'univers une convention, je pose une question à l'univers il me répond. Et il me répond à travers, évidemment, dans les civilisations anciennes, il répondait à travers l'air, à travers le feu, à travers la terre, la géomancie. Et il répond avec une convention, c'est-à-dire que on décide entre moi et l'univers finalement, mais je pense que le on décide a surtout été expérimental, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire par exemple de scapulomancie? Bien, les Chinois ont posé une question, une carapace de tortue a été brûlée, des signes sont apparus, et puis ils ont bien vu ce qui s'est passé pour la bataille de la semaine d'après, et ils ont pu faire la comparaison entre ce qui avait écrit sur les signes qui se dessinaient sur cette carapace de tortue brûlée, et puis l'issue de leur question. On peut pas rester incertain, c'est-à-dire que la bataille elle a lieu, combien de morts, est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu, voilà. Et là, finalement, toutes les mancies, elles ont en commun
d'entretenir un dialogue avec des éléments plus ou moins naturels, et selon cette convention, on fait des déductions. Donc là, il y a toute une part déductive, la manière dont tout à l'heure j'abordais avec vous, qu'est-ce qui se passe dans une consultation, et après que nous ayons parlé, je me suis rappelé de la Pythie de Delphes et de son oracle qui était incompréhensible pour la plupart des gens et qui devait être interprété par des exégètes. Et en fait, dans le cadre d'une consultation de voyance, c'est moi qui fais la Pythie et c'est moi qui fais l'exégète. Vous voyez, c'est-à-dire que il y a les informations qui arrivent de manière brute, et moi, il faut que je me débrouille avec ça pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce que c'est que ces sensations, qui ne sont pas seulement des images ou des paroles, mais qui sont véritablement des constructions qui sont chargées à la fois d'émotionnel et de sensorialité. Mais alors, Maud Christine, il y en a beaucoup qui vont utiliser des mancies comme des tarots ou des oracles, et qui vont se dire que finalement, le travail consiste à essayer d'interpréter les cartes tirées à partir de ce qu'on ressent au moment où on les tire. Mais si je suis ce que vous dites jusqu'ici, c'est que finalement il y a un certain nombre de signes qui par convention ont véritablement un sens défini. Alors comment ça se passe dans le cadre de la cartomancie par exemple, des oracles et des tarots? Est-ce que vraiment on les interprète à partir de ce qu'on perçoit de ces cartes, ou est-ce que les cartes ont un sens précis? Alors maintenant, il y a des mancies qui, à mon sens, sont très particulières, c'est les oracles et les tarots, parce que là, justement, c'est un contresens qui vient des années 70 et de l'emploi pour le développement personnel, pour la psychologie des arcanes du tarot, et c'est un emploi très intéressant parce qu'évidemment, si je vous montre une image à papesse, comme ce sont des archétypes très très forts, vous allez forcément projeter quelque chose et ça va forcément parler de vous et de votre rapport peut-être à votre mère, peut-être à votre grand-mère, peut-être à votre féminin, peut-être peu importe. Pareil pour l'ermite, vous allez l'aimer, vous n'allez pas l'aimer, le diable il va vous fasciner, vous allez le détester. Bref, il va se passer des trucs, mais des trucs qui n'ont, pardonnez-moi, aucun intérêt sur le plan divinatoire, qui ont un immense intérêt en termes de connaissance de vous-même, en termes de déblocage d'un tas de problèmes personnels que vous pouvez avoir, bon, dans la perception des autres, comprendre ce que les autres représentent pour vous. On peut faire un travail fantastique avec ça, mais au niveau divinatoire, les oracles, ils ont un sens. Oui, et c'est un langage. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à expliquer. Parce que beaucoup de gens résistent à cette idée. Et ça, c'est venu aussi de tout un tas de gourous de cette période qui ont dit finalement le tarot, ça vaut rien, ça vaut ce que vous y voyez. Non, ça vaut pas ce que vous y voyez. Un oracle, c'est comme un langage. Le mot connard, ça ne veut pas dire la même chose que le mot copain. Vous voyez, voilà, copain, connard, c'est pas pareil. Et alors, bien sûr qu'il peut y avoir, vous pouvez avoir une subjectivité et ne pas aimer le mot copain parce que vous allez préférer le mot ami, mais en tout cas, si je vous dis t'es mon copain, c'est pas la même chose que si je vous dis t'es un connard. Bon, et ça, il y a un moment où il faut quand même arriver à être clair, c'est-à-dire que les oracles, ils ont été créés par des personnes qui ont mis des symboles extrêmement précis, qui ont inséré des symboles extrêmement précis dans ces cartes. Ces symboles, il faut les apprendre, de même que dans une langue, les mots ont un sens et que nous ne décidons pas du sens des mots. Et quand nous commençons à décider du sens des mots, nous ne pouvons plus communiquer. Vous voyez ? Bon. Donc, à un moment, il faut revenir sur le fait que les oracles, quand on les analyse, on s'en est rendu compte de là, finalement, alors la dernière théorie en vue qui concerne le tarot de Marseille, il y a un travail formidable qui a été fait par Christophe Poncet, qui a mis en évidence que Marcille Fissin, philosophe de la Renaissance, avait véritablement inséré, dissimulé à l'intérieur des arcanes majeurs du tarot des concepts qui à l'époque lui auraient valu bûcher et qui bien sûr dataient de l'Antiquité, mais aussi d'autres types de philosophie. Donc on sait aujourd'hui que derrière les dessins du tarot de Marseille, parce qu'il y a d'autres tarots qui sont antérieurs, ont été intentionnellement placées des informations qui sont des informations symboliques qui correspondent à des traditions ésotériques ou à des traditions spirituelles, et que chaque symbole finalement du tarot de Marseille correspond à une idée bien précise. Donc cette idée de le chariot, il veut dire ce que moi je crois qu'il dit, est une idée qui n'est pas opérante au niveau divinatoire, qui est tout à fait opérante au niveau psychologique, et c'est un travail tout à fait passionnant, mais qui aujourd'hui a donné lieu à une confusion. C'est la même chose par exemple par rapport à l'oracle de Béline, qui a été dessiné, pensé et conçu par le Magénemon. Le Magénemon est un occultiste du 19e siècle, qui était quelqu'un d'une culture absolument phénoménale, qui était un expert en chiromancie, un expert en astrologie, qui a légué une bibliothèque absolument incroyable à la ville d'Auxerre quand il est mort, qui a légué toutes ses recherches,
et qui, à l'intérieur de l'oracle retrouvé par Béline dans les années 60, c'est pour ça qu'il porte le nom oracle de Béline, a également dissimulé des éléments traditionnels. Or, on ne peut pas utiliser, si vous voulez, des oracles qui sont des langages aussi articulés que n'importe quelle langue en disant « je décide moi-même du sens de ces cartes ». Alors maintenant, bien sûr que derrière, une fois qu'on les connaît parfaitement, une fois qu'on connaît parfaitement la symbolique du tarot de Marseille ou de l'oracle de Béline, évidemment qu'il y a une part d'interprétation, évidemment qu'il y a une part d'intuition, évidemment que l'œil va regarder un détail et c'est dans ce détail qu'on va pouvoir faire la prédiction. Mais encore faut-il pour ça avoir une connaissance. J'ai envie de dire, c'est exactement comme en musique. Vous ne pouvez pas vous mettre au piano et composer une symphonie. Bon, vous apprenez la musique et puis à un moment, une fois que vous connaissez parfaitement la musique, vous pouvez vous mettre à votre piano et vous pouvez composer. Bon. Alors bien sûr, il y a Jimi Hendrix, mais il faut accepter que dans ce que vous appelez les mancies, il y a des mancies qui sont plus ou moins, qui sont des conventions plus ou moins codées et qui laissent plus ou moins de place finalement à l'imaginaire. La boule de cristal laissant par exemple une place énorme à l'imaginaire, la géomancie en laissant déjà beaucoup moins, et puis les mancies comme les tarots ou l'oracle de Béline, qui là sont des outils vraiment traditionnels. Alors maintenant, il existe sur le marché un tas d'oracles qui ne sont pas des oracles traditionnels, qui sont composés d'images, de taches de couleurs, de représentations. Là, peut-être que vous pouvez laisser partir votre imaginaire. Finalement, la mancie, si on met les oracles un petit peu de côté, en tout cas les oracles traditionnels de côté, c'est un dialogue avec des traces, c'est un dialogue avec des signes. Et évidemment, ce dialogue, il a une convention, et cette convention, elle passe de génération en génération, elle s'enseigne. Et c'est extrêmement important. Et alors pour assurer cette transmission de génération en génération de l'usage des outils divinatoires, on a besoin que des gens acceptent de l'enseigner. Alors est-ce que ça a été votre motivation à l'origine de la création de votre école ? Le problème de la transmission, que ce soit par rapport aux méthodes qui permettent de développer son sixième sens, ou que ce soit par rapport à la connaissance des oracles, il n'y a pas véritablement de lieu, comme on en a dans n'importe quelle discipline, comme l'université, qui peut traiter, vous pouvez apprendre l'anglais à l'université, vous pouvez apprendre l'anthropologie. Ces domaines sont souvent mal connus et ils se transmettent d'une manière cassée. Vous voyez, c'est une information qui est cassée, qui est cassée parce qu'elle est mal interprétée, parce qu'elle est mal comprise. C'est une des motivations pour lesquelles j'ai créé l'école. Les mancies sont un domaine dans lequel on progresse toujours. Je vais vous donner un exemple précis. Longtemps, parce que je l'avais appris, j'ai enseigné à mes élèves quelque chose qui s'appelle le tirage astrologique avec le tarot. Et puis je me suis rendu compte que ça marchait pas. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a toujours fasciné dans la divination, c'est qu'elle était très opérante. Et évidemment, dans les cas où elle opère pas, je cherche pourquoi elle opère pas. Mais de manière comme un biologiste sur une paillasse. C'est-à-dire que c'est vraiment... D'abord, je note tout. J'ai des mètres cubes de cahiers de tirage, de liquide, de tarot, parce que j'ai voulu voir qu'est-ce que répondait l'oracle et qu'est-ce qui se passait. Pour moi, ça a toujours été extrêmement important. Ça n'a de sens que parce qu'à un moment, il y a une confirmation ou une affirmation. Or, avec le tirage astrologique, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas pour un truc tout simple. On va imaginer par exemple la maison astrologique qui représente votre vie sentimentale. Et imaginez qu'en un an, vous quittiez la personne avec qui vous êtes, vous passiez par une dépression terrible, vous ayez une phase où vous allez avoir par exemple des aventures, vous allez être polyamoureux, et puis à la fin de cette phase, en un an, vous allez faire une nouvelle belle rencontre. Quelle lame du tarot peut décrire tout ça à la fois? Aucune. Donc ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi? Parce que la période d'un an est trop longue pour qu'une seule carte puisse symboliser tous les événements que je viens de vous raconter qui peuvent tout à fait se produire sur 12 à 18 mois. Tout à fait se produire sur 12 à 18 mois. Enfin, sur 12 mois pour le tirage astrologique, puisque c'est le tirage par rapport à votre anniversaire. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui fonctionne pas, et puis je vous montre pourquoi ça fonctionne pas. Et ça, l'étude de la divination est nécessaire parce que, par exemple, quelle est la personne qui a transmis cette idée qui marche pas à un autre, qui l'a répété à un autre comme moi, qui l'a à nouveau enseigné jusqu'à se rendre compte que ça marchait pas? À un moment, on est obligé de tout repasser au banc d'essai. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé l'école, que dans mes séminaires, les élèves posent pendant les webinaires des questions qui sont des questions auxquelles ils auront la réponse pendant le séminaire. Et les élèves, entre eux, opèrent des tirages de cartes de manière à ce qu'ils voient eux-mêmes à la prochaine session si ça a marché ou pas. Évidemment, si je prends le risque, c'est parce qu'en général, ça marche. Vous pourrez retrouver Maud Christène sur son site internet, dont le lien est disponible dans la description de ce podcast.
Vous pourrez également y retrouver le site internet de son école, ainsi que le blog qu'elle y tient. J'espère très vivement que ce podcast vous a plu, et si c'est le cas, abonnez-vous pour vous tenir au courant des suivants. La petite lampe.